On va passer un peu à des questions kabbalistiques et Oui, hébraïques. si vous voulez. Monsieur Thieu, Alors, donc, si on prend le monde de l'émanation, qui est difficile à accepter parce que nous essayons de donner des interprétations qui, automatiquement, sont liées à des fonctions anthropomorphiques et neurosensorielles. En réalité, le monde de l'émanation, c'est un monde imaginaire et réel dans lequel tout est possible, tout est présent, tout est absent, l'infiniment grand, l'infiniment petit, l'infiniment rapide, l'infiniment long, l'infiniment loin, l'infiniment près, tout est dans ce monde de l'émanation. On pourrait dire que c'est le domicile des esprits de la sagesse. Or, les esprits de la sagesse voudraient que rien ne bouge, bien entendu, que tout soit immobile, mais le plan directeur a d'autres propos. Yodévoé, par exemple, pense qu'il faut faire fonctionner les agents qui vont mettre tout ça en route, donc ils vont introduire les esprits du temps. Le monde de la création arrive. Cette création est informe. Yetzira. Ce sont les étirés, ce sont les choses qui sont en vrac, comme ça. Alors à ce moment-là, on fait appel aux esprits de la forme. Ils vont mettre en forme, grâce aux esprits de la sagesse et aux esprits du temps, l'énergie, le temps, l'espace et tout ce que nous connaissons. Qui nous amène au monde de l'action où nous sommes. Dans lequel les séphirs, les canaux, le Habal de Garmin, le Malkout, et en allant jusqu'à Keter, Aïn, Aïn Sof, Infini, etc. Et tout ça, ça fonctionne pareil. Et il y a énormément d'éléments qui se trouvent dans la tradition kabbalistique qu'on retrouve, si vous voulez, presque dans la physique contemporaine. Parce que les fonctions primordiales font qu'on suppose qu'il y a d'abord un état de chaleur. C'est-à-dire cet état de chaleur dans lequel l'infiniment froid et l'infiniment chaud sont réunis. Et à un moment donné, cet état de chaleur se trouve lié à des forces de lévité, de gravitation, donc en quelque sorte d'accrétion et de désaccrétion. Ces forces, en quelque sorte, vont engendrer à un moment donné un état de lumière, et alors qu'antérieurement la polarisation n'existe pas, la lumière avec la polarisation existe. Et immédiatement, c'est comme si la lumière se trouvait comprimée. Ça devient l'électricité. Elle est polaire. Et le champ lévité-gravitation étant lui-même à partir des éléments chimiques comprimés, ça donnait le magnétisme. D'accord. Donc vous avez chaleur, lumière, structure chimique, puis vie. Et de l'autre côté, lévité-gravitation, électricité, magnétisme, polarisation. Sur les structures chimiques, l'isotopie, dans lequel on voit le temps qui apparaît, puisque l'isotopie, c'est la mort de la matière. Eh oui. Et ensuite, eh bien, notre propre apoptose, c'est-à-dire la mort programmée de nos cellules. Voilà un peu le tableau, si vous voulez. Et après, le recyclage. Voilà. Et est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez de savoir qui viendrait de l'Atlantide ou d'un autre univers Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas nées chez nous, mais qui nous ont été apportées ou transmises d'une autre dimension Oui, si vous voulez, il y a un personnage qui s'appelait Helvétius, Ah oui. qui avait été un des premiers penseurs dans ce qu'on appelle la panspermie. La panspermie, c'est-à-dire la vie qui vient de quelque part du côté d'ailleurs. C'est un peu ça. Et dans cette panspermie, on voit que les penseurs modernes, notamment par l'analyse des différents types de météorites, par exemple les ferrosidérites, métalliques, les chondrites, carbonés, ou les tectites qui sont vitreuses, on pense qu'il y a pu y avoir des apports, si vous voulez, venant de on ne sait où, qui, sur Terre, avec des conditions climatologiques spéciales, de température, de pression, et surtout l'existence, avec le volcanisme primitif,
et le lessivage des roches de l'eau salée. Parce que pourquoi est-ce que l'eau est salée? Ça vient du volcanisme, ça vient des époques géotectoniques successives Oui. qui ont fait que les lessivages ont amené l'eau de mer avec toute la chaîne de Mendeleïev se trouve dedans. Mais au niveau énergétique, le champ magnétique terrestre était différent. Il était vraisemblablement beaucoup plus important que maintenant et la durée des inversions terrestres qui ont été mesurées autour de 396 à l'heure actuelle, cette durée des inversions fait qu'au primaire, on a par exemple 100 millions d'années, ça ne bouge pas. Et les inversions les plus courtes, les plus récentes, si vous voulez, dans la fin du tertiaire, c'est 80 000 ans. Donc on a une distribution mathématique aléatoire de cette inversion magnétique, mais qui existe avec un champ plus fort sur Terre et en même temps un orage continu. On sait que sur la soupe primitive, vous avez sur toute la Terre un orage continu, des décharges continuelles qui sont liées au fait du dégazage des roches, puisque le système de l'accrétion, c'est un peu comme ça. Bon, ça, ce sont des hypothèses, c'est une des hypothèses. En réalité, en astrophysique, on considère qu'il y a pratiquement 54 hypothèses différentes de l'apparition de la vie. Donc, comme je n'ai pas d'autres références, je vous donne celle-là, si vous voulez. Oui. C'est un peu cette idée-là. Donc l'origine de la vie peut être multiple à partir des champs de force fondamentaux qui, dans des conditions exceptionnelles, peuvent, de l'extérieur, recevoir un jour une information. Par exemple, il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelques années seulement, il y a eu aux Indes comme des pluies de sang. Il se trouve qu'il y avait des biologistes qui étaient là, qui ont analysé, qui ont trouvé en effet que c'était comme du sang, mais qui n'avait pas d'ARN et pas d'ADN. Bon. Par contre, une fois qu'ils sont sur Terre, ils peuvent les acquérir. Oui. Vous voyez, c'est un constat, quoi. C'est un constat. Évidemment. Alors, je voudrais changer un peu de sujet, mais peut-être pas. Est-ce que, bon, vous êtes un lecteur de la Bible, est-ce que vous pensez que l'homme est quelle est la complémentarité entre l'homme et la femme? Enfin, comment vous articulez les deux sexes? Si vous voulez, on peut. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ah, Oui, le sujet est vaste. Vous savez, la question de l'androgyna, d'un androgyna qui aurait été primitif, justement, oui. c'est possible. Il y a Fabre d'Olivet qui a essayé de traiter le sujet dans la langue hébraïque restituée. Oui, oui. Il a essayé de faire des choses qui sont très intéressantes, mais aussi très complexe. Si vous voulez, nous sommes, tels que nous sommes en ce moment, nous avons subi des adaptations différentes. Sans remonter à l'androgyna, si vous voulez, ne serait-ce que le fait des ethnies qui étaient autrefois appelées races, mais que moi j'appelle plutôt des ethnies, dont certaines étaient jaunes, blanches, rouges, noires, etc. Et ces ethnies, on ne sait pas, dans la relation avec la réalité du monde des entités spirituelles vivantes, si ce ne sont pas certaines de ces entités, certains Eloa, qui n'auraient pas modifié ou amené génétiquement la modification possible des êtres. Oui. Vous voyez? Oui. Et même d'une certaine manière, une autre théorie serait la question des androïdes. Oui, Il y aurait des êtres qui seraient des êtres qui seraient déjà plus ou moins cyborgs, mais depuis très longtemps. Oui, une partie de l'humanité serait déjà des androïdiques. Oui, alors la question, si vous voulez, parce que antérieurement on a évoqué, avant la question de l'homme et de la femme, la question des continents disparus. Oui. Bon, il est certain que le premier qui avait parlé de la dérive continentale, c'était Wegener. Voilà. C'était en 1920, on ne croyait pas. Même il démontrait que les mêmes fossiles et les mêmes roches se trouvaient au Brésil et en Afrique de l'Ouest. Bon, et ça, c'est surtout qu'après les travaux de Le Pichon,
en France, on a considéré la tectonique des plaques. Voilà. Et à partir de ce moment-là, tous les géologues pétroliers n'ont plus parlé que de Ah, mais tectonique des on plaques. tombe dans votre sujet, Voilà, là. voilà. Pourquoi? Parce qu'on dit, ah, enfin, on va savoir. Voilà. Donc, entre la Pangée primitif ou le continent mu et d'autres continents, bon, l'histoire de l'Atlantide, c'est le récit de Platon. Oui. Bon, est-il une description géotectonique, géographique? Est-il une perception symbolique codée? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une chose qui est absolument certaine, c'est que sur toute la surface du globe, il y a des constructions dont on ne sait pas qui les a faites. Oui. Alors il y a l'île de Pâques, je ne sais pas, enfin bon. Bon, ben, vous avez en Amérique du Sud la pierre de Tihuacano, par exemple. Voilà, c'est ça. Bon, vous avez même en Égypte, à côté du Sphinx, il y a un laboratoire, un ancien laboratoire de thanatologie où on faisait les momies à la chaîne. Il y a une pierre qui a 27 angles. Bon, tout ceci, c'est aux Indes, partout, il y a des endroits, même sous la mer, vous avez des endroits, le mur des Bahamas. Bon, il y a plein de choses comme ça. Bon, il y a Jacques Bergier qui, en son temps, Oui, planète, tout ça. on avait parlé, moi je le connaissais. Le matin des magiciens. Oui, je le connaissais bien, Jacques Bergier. Ah bon? Oui, on a souvent conversé ensemble. Ah oui, ça ne m'étonne pas. Oui, de choses comme ça, voilà. Alors donc, vous voyez, bon, la question donc, de l'Atlantide pourrait être aussi prise sous un autre angle. Admettons que la relation entre l'air et l'eau, par rapport à des tenseurs électriques, ait été différente à une certaine époque. C'est-à-dire que l'atmosphère de la Terre aurait été comme celle de Vénus en ce moment, mais quand même sur Terre, comme un brouillard. L'arc-en-ciel n'existait pas. Lorsque Noé, Oui, symboliquement... on parle de l'arc-en-ciel avec l'alliance avec Noé. Oui, c'est le signe de la deuxième alliance. Voilà. Si ce signe de la deuxième alliance arrive, ça veut dire que c'est d'une importance énorme, puisqu'avant il n'existait pas. S'il n'existait pas, c'est que physiquement il ne pouvait pas exister. Ah oui. Donc c'était un brouillard. Ah. Et ce brouillard pouvait avoir un très grand intérêt en utilisant les capacités qui existent dans les graines de léviter, le phénomène de la lévité. Vous voyez par exemple une racine, pour une graine, une partie aérienne, le collet, une partie souterraine. Bon. Il y en a qui sont rampantes, d'autres grimpantes, d'autres descendantes. Enfin, il y a toujours ce système de la triplicité sur les sujets de ce genre. Alors, regardez par exemple la carotte et le poireau. Oui. Lumière et matière. Avec le feuillu, je recherche la lumière. Je vois le feuillu du poireau, et là je vais y voir beaucoup de lumière. Si je mange beaucoup de poireaux, ça agit sur mon système urinaire. Ah oui, oui. Au contraire, dans la carotte, je dis, si je veux avoir des forces physiques, etc., je vais prendre la carotte, elle est lourde par rapport au feuillage. Et si je prends la carotte, le carotène, lui, va m'aider à me reconstituer l'œil. Donc, ce qui était descendu en bas remonte vers la lumière, et ce qui montait vers la lumière redescend vers la terre, vers la matière. Et vous-même, vous avez un régime alimentaire particulier, monsieur Thieu? Je suis omnivore. Oui. Mais quelquefois, il m'est arrivé de faire des expériences dans lesquelles je ne prenais que du pain et du vin, ou au contraire, entièrement végétalien, ou végétarien, ou lacto-fruito-végétarien. J'ai fait beaucoup d'expériences comme ça. Aussi par rapport au fait que, ayant continuellement à me déplacer sous des latitudes différentes, Oui. on fait avec. Oui. Vous voyez. Par exemple, jusqu'à l'âge de 20 ans, je n'avais jamais mangé de couscous. Ah oui. Alors que maintenant, il n'y a pas une rue presque dans laquelle il y a pas. Je me souviens qu'en 1945, il n'y avait qu'un seul restaurant dans la rue, dans la rue de Monsieur le Prince, tout à fait en haut, dans le parc de Luxembourg, à gauche, Oui. où il y avait un grand restaurant où on mangeait le couscous, Oui. qui datait de l'époque de 1937. Oui. Donc vous voyez toutes ces questions multiples et variées. Bon, vous avez aussi les travaux d'Edgar Cayce. Ah oui. Bon. Alors ça, c'est sur le karmique, tout ça. Oui, justement, lui partait de l'idée
l'Atlantide avait une réalité, qu'une catastrophe s'était produite, parce qu'il aurait semblé que les systèmes vivants qui étaient à cette époque-là sur Terre auraient utilisé des possibilités justement de la force de l'évité qui est dans les graines pour avoir comme des réserves de graines qui permettaient en quelque sorte d'avoir, comme nous on met du courant dans une pile ou un accumulateur, d'avoir une réserve sur le champ gravitationnel. Ça a été évoqué, si vous voulez. On veut le prendre comme une hypothèse de travail sans plus. Voilà. Vous avez connu quelqu'un comme Ravatin? Oui, bien sûr. Quand il a fait le texte de Roslik, c'est-à-dire l'émergence de l'Enel, qui comprend 6 tomes, il y a beaucoup d'articles qui sont dedans, qui sont de moi, mais je n'ai pas signé mon nom. Voilà. Il m'appelait Smyrne. Comme la ville? Il m'appelait Pierre Smyrne. Comme la ville de Smyrne? Oui, comme la ville de Smyrne. Actuellement, Izmir. Les raisins? Les raisins secs? Oui, raisin sec. Parce que j'ai un ancêtre qui a été gouverneur de la ville de Smyrne en 1328. En combien? En 1328. Ah, C'est assez curieux. Ouais. Bon, c'est un parent à moi qui était administrateur chez Brompton Reynolds, qui s'appelait Georges Thieu, qui a fait beaucoup de recherches là-dessus. Il a trouvé à Marseille qu'il y a une rue Thieu, qu'il y a une église en style néo-byzantin qui a été construite par ce Georges Thieu, parce qu'il avait perdu sa fille le jour de ses noces oui. à 21 ans. Alors il a fait ce truc-là. Et alors, il y a eu beaucoup de Thieux qui ont fait du cabotage dans la Méditerranée et ont monté jusqu'à Catherine de Médicis. L'un a été maître de camp de Charles le Téméraire et un autre en 1328 était gouverneur de Smyrne. Et il avait demandé une reconnaissance particulière pour son fils de 18 ans, qu'il puisse porter un titre qui s'appelait Métamonotéphron. Il prétendait descendre des grands prêtres de Baal de Carthage. Alors évidemment, c'est une étude qui avait été faite par des généalogistes et qui avait été déposée chez Perrin, c'est aux archives notariales de Marseille. Alors cet homme, qui était mon parent, avait fait tous ces trucs-là, m'avait donné tout ça. Bon, vous savez, pour moi, c'est aussi une hypothèse du travail. Ah, oui, d'accord. Ouais. Écoutez, je vous remercie, Monsieur Thieu, de tout cet entretien improvisé. Et on voit que vous avez, vous n'avez pas beaucoup de limites, hein. Vous touchez à tout en fait. Ouais, c'est-à-dire, c'est un peu un pic de la Mirandole. Non, c'est plus possible maintenant. Parce qu'on trouve tout le temps quelque chose de nouveau. Avant, on ne s'y intéressait pas de la même manière. Oui. Si vous voulez, je pense que la position de la Terre dans l'espace, à certains moments, même pendant plusieurs milliers d'années, permet certaines choses. Et que les pensées des gens et l'orientation qu'ils prennent diffèrent selon les ethnies, l'endroit où elles se trouvent, et par rapport à cette position de la Terre. Par exemple, vous voyez, on considère le champ magnétique du Soleil, qui est énorme. C'est un émetteur radio extrêmement puissant. Le champ magnétique du Soleil, tous les 11 ans de mois, s'inverse. Oui. Pendant longtemps, on ne savait Ça pas... donnait la question des taches solaires. Oui. Le cycle de Hall, le cycle des tâches, le diagramme de Maunder, les ailes de papillon, etc. Tout ça, c'est de l'astrophysique solaire. Et on ne savait pas pourquoi la Terre n'inverserait pas en même temps son champ magnétique. Ah oui. Pareil. Pour un physicien, c'est la base. Or, on s'est aperçu que tous les 11 ans de mois, venait du champ de la sphère des fixes intergalactique, d'un seul coup, un paquet d'énergie électromagnétique qui correspond à l'année du Soleil calme, à l'inversion du Soleil. C'est connu depuis peu de temps. Donc il y a toujours quelque chose de nouveau. Par contre, on ne sait pas pourquoi, le champ magnétique de la Terre s'inverse. Il y a un homme qui s'appelle le professeur Tellier, qui enseignait à l'école normale, qui avait fait une remarque extrêmement intéressante. Sur les 396 inversions du champ magnétique, il avait regardé les coquillages, les fossiles. Et il avait remarqué qu'à certaines inversions,
tous les coquillages changeaient de sens, de rotation. Que à d'autres inversions, c'était les coniques, à d'autres inversions, les sphériques. La catégorie des coquillages. Oui, vous savez, certains sont coniques. Ah non, je sais. Enfin oui, je connais vaguement, oui. Vous voyez bien les... Oui, il y a des. Oui, j'en ai d'ailleurs pas mal de chez moi des coquillages. J'aime beaucoup les cônes comme ça, oui, effectivement. Vous avez les coniques, quelquefois qui inversent, quelquefois c'est ceux qui sont plutôt ronds, comme le Bourgogne. Voilà. Alors il a étudié les escargots terrestres, les escargots marins, et il avait fait cette hypothèse que dans certains cas, l'inversion du champ magnétique pouvait avoir sur Terre une conséquence sur la rotation, l'enroulement de l'hélice. Évidemment, on a essayé de le refaire en laboratoire, ça ne marche pas. Quand un phénomène est cosmique, il y a quelque chose derrière lui qui fait qu'une autre action se produit et qu'on ne peut pas produire en laboratoire. Eh oui. Voilà. Bon, on poursuivra à l'autre occasion. Je crois que c'est déjà pas mal. Si vous voulez, vous venez nous voir à la grotte. La grotte? Oui, nous habitons à Troglodyte. C'est vrai? Sur les bords du Loir, devant la rivière, mais... C'est loin de Paris tout ça? C'est à 130 km de Paris. Oui. C'est au sud de Chartres. D'accord. Oui. On a l'autoroute jusqu'à Chartres. Vous sortez après, à Pivard. Après, vous avez... Moi, je ne viens pas en voiture, malheureusement. Bon. Mais vous-même, vous conduisez encore, votre âge? Oui. Alors, quelle est la gare la plus proche? La gare de Cloyes, C-L-O-Y-E-S. D'accord. Mais aussi Châteaudun, qui est à Châteaudun. 14 km. Si par exemple vous venez le matin, je peux aller vous chercher à Châteaudun, Voilà. vers le coup de 10h30, Oui. et je vous reconduis ensuite vers 16h. Voilà. Voilà. Et à ce moment-là, je vous montre tous les appareils que j'utilise, que j'ai construits de la Koski, et aussi que j'ai imaginé, le système de transfert d'informations, d'énergie, etc. Bon, on verra ça un de ces jours. Très bien. Oui. Voilà. Eh bien, mes amitiés à Marc Gauthieu, que je connais un petit peu déjà. Vous n'avez pas demandé un thème? Si, enfin, je sais pas, j'ai déjà interviewé, vous verrez, je l'ai déjà filmé. Sur Internet, vous verrez qu'il y a déjà quelque chose. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Là, vous êtes inépuisable. Hein.